Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une tension. Une tension qu'on connaît tous au fond. C'est ce tiraillement permanent entre notre besoin vraiment viscéral d'appartenir à un groupe et puis, de l'autre côté, notre besoin d'avoir raison. Et c'est précisément ça, le cœur de ce qu'on appelle le piège de l'appartenance. C'est la question centrale. Pourquoi est-ce que le confort d'être avec les siens, d'être accepté, l'emporte si souvent sur la recherche pure et simple de la vérité? C'est ce mécanisme psychologique et social qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le premier grand changement, le vrai point de bascule, il se produit au moment où on rejoint un groupe idéologique. À cet instant précis, la fonction même de notre raisonnement change du tout au tout. Et c'est là que ça devient limpide. Quand on est seul face à une idée, la question qu'on se pose est simple. Est-ce que c'est vrai? Mais une fois dans le groupe, la question se transforme. Elle devient « est-ce que ça colle avec ce que nous, on croit ?» La différence est énorme. La vérité n'est plus du tout la priorité. Ce qui compte, c'est la conformité. En fait, notre capacité à raisonner cesse d'être un outil pour comprendre le monde. Elle devient un outil social. Penser de la bonne manière, c'est avant tout envoyer un signal très clair aux autres. Je suis des vôtres, je suis loyal, vous pouvez me faire confiance. Et le moteur de tout ça, c'est une peur primitive, profondément ancrée en nous, la peur de l'exclusion. Il faut bien comprendre que pour nos lointains ancêtres, être banni du groupe, c'était une condamnation à mort quasi certaine. Notre cerveau social est donc littéralement câblé pour éviter la mise à l'écart à tout prix. Cette peur fondamentale donne naissance à un phénomène assez fascinant, ce qu'on peut appeler le surmoi collectif. C'est un peu comme si la conscience morale de chacun n'était plus à l'intérieur de soi, mais qu'elle était externalisée, projetée sur le groupe lui-même. Et quand on compare les deux, la différence est frappante. Notre surmoi individuel, celui qu'on construit dans l'enfance, nous punit par la culpabilité, un sentiment très interne. Le surmoi collectif, lui, y punit par la honte publique, devant tout le monde. Et sa cible favorite, ce n'est pas tant nos actions que nos paroles. Son but, c'est de contrôler ce qui peut être dit, et donc, au final, ce qui peut être pensé. Voilà la règle du jeu. Elle n'est jamais écrite, mais tout le monde la connaît. Ce n'est pas « pense correctement », attention, c'est bien « parle correctement ». La conformité du langage est bien plus importante que la justesse de la pensée. C'est une sorte d'injonction au silence pour quiconque oserait dévier, ne serait-ce que d'un millimètre. Alors, comment cette dynamique évolue-t-elle avec le temps? On peut la voir comme une sorte de cycle qu'on appelle parfois l'oscillateur ponérologique. Bon, c'est un terme un peu barbare, je vous l'accorde, mais l'idée derrière est assez simple. C'est un processus qui décrit comment un groupe perd le contact avec la réalité et comment, parfois, il est violemment forcé de s'y reconnecter. Ok, alors, suivons les étapes. Tout commence par le besoin de cohésion du groupe. Ça va propulser les penseurs les plus rigides et conformistes au sommet. Eux, à leur tour, vont évidemment réduire le champ des idées autorisées. Inévitablement, un fossé se creuse entre la vision du groupe et, la réalité. Jusqu'au jour où, boum, la crise. Le réel frappe à la porte et on ne peut plus l'ignorer. Et c'est seulement à ce moment-là, une fois dos au mur, que le groupe se dit « Ok, il est peut-être temps de se remettre à réfléchir sérieusement ». Du coup, la question qui tue, c'est comment on brise ce cycle. Si le groupe est collectivement aveugle, qui va bien pouvoir sonner l'alarme et corriger la trajectoire avant le crash? Eh bien, la réponse, elle se trouve peut-être dans une manière un peu différente de voir la démocratie. Et si on la considérait moins comme un système moral supérieur, et plus comme un outil ultra pratique pour penser clairement, mais à l'échelle d'une société. Vous savez, dans un groupe, il y a souvent deux types de penseurs à contre-courant. D'un côté, il y a le dissident total, il pense complètement en dehors du cadre, mais il est tellement à l'extérieur qu'il est très facile de l'ignorer ou de le caricaturer. Et de l'autre, il y a une figure beaucoup plus rare et précieuse, le régulateur intégré. Lui, il pense de manière analytique, mais il connaît les codes, il parle le langage du groupe. Et du coup, il peut introduire des corrections de l'intérieur sans être immédiatement rejeté. Le problème, c'est que le courage de cet individu, ça ne suffit pas. S'il est tout seul, il se fera broyer par le système. Il a besoin d'une structure, d'un ensemble d'institutions qui le protègent et qui rendent sa parole non seulement possible, mais légitime. Et ce système protecteur, c'est justement la fonction première d'une démocratie qui fonctionne bien. Son but ultime n'est pas d'atteindre un consensus parfait et immobile, mais au contraire, de permettre la correction permanente de nos erreurs collectives. C'est un mécanisme de correction d'erreurs, tout simplement. Une démocratie saine ne se contente pas de tolérer la contradiction. Elle l'organise, elle l'institutionnalise. Elle en fait une caractéristique centrale, pas un bug. L'opposition politique, la presse libre, des tribunaux indépendants, le débat intellectuel permanent et même la satire, tout ça, ce sont des capteurs de réalité. Ils sont conçus pour nous alerter quand la pensée de groupe commence à dérailler. Au fond, le but n'est jamais d'éliminer la contradiction,
mais de la canaliser pour qu'elle soit productive. Un système en bonne santé ne punit pas la dissidence. Il s'en sert comme d'un outil vital pour rester connecté au monde réel et pour pouvoir s'adapter. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question toute simple en apparence, mais en réalité assez vertigineuse. Si la santé d'une société se mesure à sa capacité à corriger ses propres erreurs, à quel point nos systèmes actuels sont-ils performants? Je crois que la question mérite d'être posée.